Eh bah hello! Dis donc, ça faisait quand même un sacré bail qu'on s'était pas vu, vous et moi. Ça faisait un sacré bail que j'avais pas fait de vidéo facecam. Et je reviens aujourd'hui en facecam pour une vidéo, j'espère que vous l'attendiez, à savoir la partie 3 de mon top 28 films 2023. Les deux premières parties sont déjà sorties sur la chaîne. C'était des montages se concentrant sur les mentions honorables, à savoir les films qui étaient super chouettes, mais qui ne rentraient pas dans le top 10 films 2023. Et aujourd'hui, dans cette partie 3, je vais me concentrer sur les 10 films du top 10 films 2023. Tout est parfaitement logique, me diriez-vous. Et alors, on va pas perdre trop de temps, puisque je n'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Spoiler, j'y suis pas arrivé, la vidéo dure longtemps, MDR, MDR, MDR. Voilà. Du coup, c'est parti pour la 10e position. En 10e position, Winter Break d'Alexander Payne. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Winter Break, c'est un film dont j'ai découvert l'existence tout à fait par hasard, puisque un jour je suis allé au cinéma, j'ai vu la BA et je me suis dit « Hey, ce film a l'air pas mal !» Et du coup j'ai vu le film. Et ouais, c'est pas mal. C'est même plus que pas mal, c'est extraordinaire comme long métrage. Et j'ai l'impression que, dans un premier temps, c'est un long métrage qui met tout le monde d'accord. Sans déconner, j'ai pas vu un seul avis négatif sur ce film. Pas un seul. Ce film, d'ailleurs, qui a été tellement aimé qu'il va concourir dans plusieurs catégories aux Oscars 2023. Enfin, aux Oscars 2024, mais qui vont se concentrer sur les films de 2023. Tu m'as compris. Et le fait qu'il participe à plusieurs catégories des Oscars, c'est tout à fait justifié. Déjà parce que je pense ne pas être seul dans ce cas-là, mais Winter Break va être un film que je vais revoir très souvent à Noël. Je pense qu'on tient un nouveau classique de Noël, sans rigoler. Mais en plus de ça, j'aime beaucoup l'aspect visuel du film, l'aspect pellicule que je trouve tout à fait à propos, que je trouve tout à fait en symbiose avec l'ambiance qu'essaye de créer Alexander Payne. Mais aussi, c'est un film qui tout simplement m'a énormément touché. Déjà parce que le casting, que je ne connaissais pas du tout, est immense. Sans déconner, on tient ici parmi les meilleures performances de l'année. Mais en plus de ça, ces performances juste sublimes sont accompagnées de dialogues, d'une écriture qui est mais tellement touchante dans ce qu'elle raconte. Ça va te parler de personnes qui souhaitent se reconstruire, des personnes qui ne vont pas bien et qui souhaitent se reconstruire, des personnes qui ne vont pas bien et qui, de base, ne sont pas vraiment faites pour s'entendre, mais qui, au final, vont s'entendre en apprenant à se connaître. Et ensuite, ils vont apprendre à s'aider pour s'en sortir. Et moi, déjà, ça, c'est un sujet qui me touche vraiment. Je suis en train de voir The Bear en ce moment, et The Bear, c'est exactement ça. D'ailleurs, The Bear, c'est génial. J'en parlerai bientôt sur la chaîne, je pense. Mais en plus d'être un sujet qui me touche, comme je l'ai dit, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, et les morceaux musicaux utilisés sont super à propos, vraiment. La fin m'a fait pleurer, bref, jetez-vous sur Winter Break, c'est une pépite. En 9e position, Saltburn d'Emerald Fennell. You're not leaving us. You're not leaving Saltburn. I don't think I'll ever go home again. Là aussi, Saltburn, c'est un film dont j'ai découvert l'existence, même plus que par hasard, parce que je n'avais même pas vu la bande-annonce du long-métrage avant de voir le film. J'ai vu qu'il était sorti, j'ai vu que tout le monde en parlait comme un film soit incroyable, soit un film complètement gaze. Et pour vous dire à quel point j'ai découvert tout à fait par hasard, c'est que j'ai vu le film et ensuite j'ai découvert que c'était par la réalisatrice de Promising Young Woman. Promising Young Woman, qui est un film que j'aime bien. Je le trouve pas sensationnel, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il propose des choses vraiment intéressantes. Mais alors Saltburn, quelle excellente surprise, vraiment. Premièrement parce que la lutte des classes, ça aussi c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet qui est abordé énormément de fois dans le cinéma. Et j'adore voir des films sur la lutte des classes. Voilà, il y en a des très bons, et il y en a des très mauvais. Mais à chaque fois, ça m'intéresse. Et Saltburn, il fait partie des très bons.
Voilà, tout simplement, déjà parce que j'aime beaucoup l'approche visuelle. Il y a pas mal de gens qui ont reproché à Saltburn d'être très clinquant, d'être très kitsch, d'en faire trop visuellement, mais encore une fois, moi je trouve ça totalement à propos. Parce que déjà, le film n'est absolument pas subtil, mais c'est pas un problème. Moi ça me dérange quand un film n'est pas du tout subtil, mais qui souhaite te dire qu'il est subtil. Mais quand un film n'est pas du tout subtil et qui ne souhaite à aucun moment te dire qu'il est subtil, bah ça me dérange pas. Voilà. Mais en plus de ça, Saltburn, c'est une satire, en réalité, sur les riches. On va suivre dans le long métrage un personnage qui est un prolo et qui va vouloir monter les échelons dans ce monde de riches à paillettes complètement fucked up et ridicule. Et le film va continuellement te montrer que le monde des riches, à aucun moment, c'est véritablement positif, parce que ce personnage, qui est interprété merveilleusement bien par Barry Keoghan, et vraiment je pense que c'est son meilleur rôle, sans rigoler, même s'il était très très bon dans les Banshees d'Inisherin, pas dans Les Éternels, s'il vous plaît, ne me parlez pas de son rôle dans Les Éternels c'est nul. Mais donc ce personnage interprété par Barry Keoghan va vouloir monter les échelons, et va être de plus en plus perverti par ce monde, parce que le film te dit clairement que si tu veux monter les échelons dans ce monde, et que t'es un prolo, bah tu vas finir par être perverti par ce monde et devenir comme toutes les personnes dans ce monde. C'est un film qui est assez nihiliste, je trouve. Il y a plein de gens qui trouvent la fin super géniale, super enthousiasmante. Moi, je la trouve assez nihiliste. Je la trouve pas très positive. Mais le film ne s'arrête pas qu'à tout ça, parce qu'il va quand même être assez intelligent et te poser la question de est-ce que le personnage de Barry Keoghan, de base, n'était pas un personnage complètement fucked up aussi. Oasis Fraise, le meilleur Oasis. C'est pas un placement, mais c'est trop bon. Saltburn, c'est un film qui est très radical. Qui est très radical, notamment dans certaines scènes qui en ont choqué plus d'un. Et je peux comprendre que la scène de la baignoire ait choqué des gens. Il y a plein de gens qui s'offusquaient en disant « Mais comment ça peut vous choquer ?» Les gars, moi je vois pas ça tous les jours non plus, hein. Je comprends que ça puisse choquer. Mais donc Saltburn, c'est un film extrêmement radical qui a une imagerie qui m'intéresse, qui a un propos qui m'intéresse, et surtout, je trouve ça extrêmement bien géré tout le temps. Et cette scène de découverte dans le labyrinthe, mais en termes de tout, elle est parfaite. Notamment au niveau de la musique de cette scène. La dramaturgie de cette scène, la dramaturgie de cette musique est juste folle, vraiment, c'est une scène vertigineuse. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rigoler devant ce que je suis en train de dire, parce qu'ils ont détesté le film, mais écoutez, moi j'ai adoré le film, et je vous le conseille, et je suis déçu qu'il soit pas sorti au cinéma. Voilà, et j'espère que un jour on aura quand même une édition physique de ce film, ça serait cool. Et donc, voilà. C'est très très brouillon cette vidéo, j'ai l'impression, je suis désolé, je la fais totalement en impro, mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'aime bien faire les vidéos en impro. Je trouve ça plus naturel, plus vrai. En 8e position, Phantom de Lee Hae-young. 너 좀 꺼져라. Phantom, pour le coup, c'est un film qui m'intéressait depuis pas mal de temps. Parce que ça avait l'air complètement dingue, tout simplement. Même si je connaissais pas du tout le travail de ce réalisateur, mais j'ai quand même regardé le film. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Phantom qui est disponible sur la chaîne. Enfin, c'est pas une vidéo, c'est un petit podcast. Je vous invite à aller l'écouter parce que là, je vais passer moins de temps sur Phantom que dans ce petit podcast, tout simplement. Comment décrire Phantom ? C'est un Cluedo survitaminé en Corée. Voilà, et déjà ça, de base, ça devrait vous hyper. En fait, tout me passionne dans Phantom, que ça soit sa mise en scène que je trouve, je vais le redire, vertigineuse. Je trouve qu'il y a vraiment des instants de mise en scène qui sont complètement fous, notamment dans les scènes d'action, qui pour moi rivalisent très très bien avec les scènes d'action de John Wick 4, et oui. Mais en plus de ça, c'est une écriture qui moi me plaît, ça va être rebondissement sur rebondissement sur rebondissement, mais avec ça tu vas joindre de la politique, et tout ce qui est dit sur la politique, notamment de l'époque où se passe Phantom, bah c'est très intéressant, c'est très bien mené, c'est très riche, les personnages sont vraiment très bien développés, même le comic relief du film a un développement, et il est pas saoulant, il est intéressant, il n'y a aucun personnage qui n'est laissé au hasard, tous
ont quelque chose d'important à apporter au récit, quelque chose de touchant à apporter au récit. Phantom, c'est un mariage de plusieurs styles de cinéma, mais qui est très bien géré. C'est jamais trop peu, c'est jamais trop. C'est vraiment une merveille, ce film. Le film qui dure quand même 2h13, il est assez long, mais au niveau du montage, c'est tellement bien rythmé, et au niveau de la photographie, c'est tellement beau. Moi, je me souviens de plans devant un cinéma que j'ai mis en fond d'écran. Et comme j'ai dit, il va y avoir plein de rebondissements, mais c'est pas des rebondissements putaclic, où va y avoir un rebondissement, mais ça va rien apporter d'intéressant. Non, chaque rebondissement vont réinventer totalement le récit pour le mener vers quelque chose de radicalement différent à chaque fois. On revient à cet aspect, un mariage de plusieurs styles de cinéma. Et là aussi, moi, j'adore quand des films marient plusieurs styles de cinéma, comme par exemple La fièvre de Petrov, de Kirill Serebrennikov. Voilà, voyez ce film, il est ouf également. Ça joue extrêmement bien, ça me passionne en tout point. Bref, Phantom, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le, parce que c'est trop bien. En 7ème position, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de James Gunn. We'll all fly away together. Into the forever. In a beautiful sky. C'est un film que j'ai découvert tout à fait par hasard. Non, pas du tout. J'ai énormément de mal avec le MCU depuis quelques temps. Mais si il y a quelque chose que j'adore dans le MCU, c'est la trilogie Gardiens de la Galaxie. Parce que je trouve que c'est les meilleurs films du MCU, je trouve que c'est la meilleure trilogie du MCU, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur en tout point qui est arrivé au MCU. Voilà. Et les Gardiens de la Galaxie 3, c'était vraiment une lueur d'espoir quand tu voyais comment s'enfoncer le MCU, que ce soit dans leurs films ou dans leurs séries, ça s'enfonçait dans de la médiocrité des plus totales. She-Hulk, sans déconner, She-Hulk, ça a existé, hein. Mais là, les Gardiens de la Galaxie 3 est arrivé avec un vrai réalisateur à la base, avec un vrai scénario, avec des vrais personnages, avec des vraies conséquences, avec des vrais propos qui sont bien menés tout du long, et c'est le meilleur de la trilogie. Voilà, c'est le meilleur de la trilogie, parce que déjà, c'est celui qui m'a le plus plu en termes de mise en scène, parce que je le trouve très carré, très abouti, mais je le trouve aussi, comparé au 1 et au 2, qui étaient très foutraques dans leur scénario, là, je trouve que le scénario, certes, il est sur des rails, c'est une course contre la montre, mais je trouve qu'il n'y a pas un bout de gras. Voilà, et je trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui manque également. Je le trouve extrêmement structuré. Il y a un vrai taf d'écriture assez énorme qui a été effectué sur ce blockbuster. Ce blockbuster qui fait du bien au blockbuster. C'est un blockbuster qui est bien fait en termes d'effets spéciaux notamment. Et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu ça. Vraiment, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu ça. Je considère vraiment que les Gardiens de la Galaxie 3 possèdent parmi les meilleurs effets spéciaux de 2023. Et qu'est-ce que ça fait bizarre de dire ça pour un Marvel. Mais en plus de ça, comme je l'ai dit, il y a des vraies conséquences, il y a des vrais choix qui sont faits. Notamment autour du personnage de Rocket, notamment à la fin du long métrage. Et pour revenir donc sur le personnage de Rocket, moi je suis encore, mais vraiment sous le choc de tout son développement quand il est bébé avec ses amis. Je trouve que c'est d'une force et je trouve que c'est tellement couillu d'avoir fait ça. Et surtout même en termes de mise en scène, la façon dont toutes ces scènes d'enfance de Rocket sont filmées, c'est tellement bien réfléchi parce que c'est que des effets spéciaux, c'est que des choses faites par ordinateur, mais au niveau du cadrage, c'est filmé comme si tu filmais des acteurs en chair et en os. En os. En os. Non, pas en os, en os. Donc James Gunn est un très bon réalisateur, est un très bon technicien, c'est quelqu'un qui réfléchit la technique. Voilà, c'est pas quelqu'un qui utilise la technique pour utiliser la technique. Non, il utilise la technique de nos jours, les effets spéciaux par ordinateur notamment, pour raconter quelque chose de puissant, pour faire du cinéma. Putain, un Marvel a fait du cinéma. Et puis même au niveau du méchant, le méchant est absolument génial. Moi, je ne comprends pas. Alors, je suis pas un immense fan de Marvel. En fait, moi, je suis ce qu'il y a en film, je suis ce qu'il y a en série, mais j'ai jamais vraiment lu de comics. Mais donc, pour quelqu'un qui ne suit que les films ou les séries, je me suis demandé pourquoi avoir autant insisté sur Kang pour être le grand méchant des prochaines phases, surtout que maintenant, bon, ça a l'air d'être complètement baisé, et pas avoir insisté sur ce méchant-là. Parce que je suis désolé, ce méchant des Gardiens de la Galaxie 3...
fait partie des meilleurs méchants de tout le MCU, quoi. Je crois qu'il est vraiment juste derrière Thanos, sans déconner. Il a tellement des choses fortes, intéressantes et graves et traumatisantes par moments à raconter, même en termes d'acting. L'acteur, il se donne, il délivre des choses, il construit véritablement bien un personnage. Il est pas là juste pour cachetonner comme la plupart des acteurs qui jouent les méchants dans Marvel. J'adore Christian Bale, mais dans Thor 4, il cachetonne, voilà. Et donc voilà, les Gardiens de la Galaxie 3, c'est beau visuellement, c'est très carré en termes de mise en scène, c'est très carré en termes d'écriture, c'est le volet de la trilogie qui est le moins bordélique, qui est le plus carré. C'est également le plus émouvant, la fin. Qu'est-ce que je pleure à la fin, et en plus, ils ont utilisé du Florence and the Machine, et j'adore Florence and the Machine, vraiment, 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 vraiment. C'est une magnifique conclusion à la meilleure trilogie de Marvel Studios, du MCU. Et merci James Gunn pour les travaux. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire chez DC. Vraiment, j'ai très 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 hâte, même si, bon, ok, il a dit que The Flash, c'était super. Mais bon, parfois on vrille tous. Enfin, voilà, parfois on vrille. En 6e position, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Et alors celui-là, j'ai vraiment tardé à le voir. J'ai tardé de fou à le voir. Je l'ai vu vers les dernières séances et je me souviens de mes potos de la 7ème illusion qui m'harcelaient tous les jours en me disant « Quand est-ce que tu vois Killers of the Flower Moon ?» Et alors, je peux vous dire que quand j'ai enfin vu le film, ça a été pas trop un événement. Voilà, ils m'ont dit « Cool ». Je m'attendais à un événement, ouais, bah oui. Et j'aime beaucoup le cinéma de Martin Scorsese. Alors, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quand même quelques-uns, notamment quelques-uns qui sont assez fat dans sa filmographie. Je pense à Taxi Driver, Les Affranchis ou encore Le Loup de Wall Street. D'ailleurs, si vous voulez savoir, mon Martin Scorsese préféré, c'est Shutter Island. Voilà, c'est peut-être pas très original, mais j'avoue que ce film-là m'a tellement marqué quand je l'ai vu, et quand je le revois, il me marque tellement encore que je pense que c'est mon préféré de Martin Scorsese. Voilà, et j'ai beaucoup de sympathie pour Hugo Cabret et Silence aussi. Et donc, pour en venir à Killers of the Flower Moon, bah c'est une véritable claque. C'est un film qui dure 3h30, mais t'as pas l'impression qu'il dure 3h30, parce que qu'est-ce qu'il est bien rythmé, le montage. De toute façon, le montage chez Martin Scorsese, à chaque fois, c'est une masterclass, mais alors là, le film dure 3h30, t'as vraiment pas du tout l'impression qu'il dure 3h30, parce que il arrive à insuffler un rythme dans son montage qui est assez dingue. Et puis c'est logique que ce film dure longtemps, parce que ça te parle d'une période absolument atroce de l'histoire de l'Amérique, qui a été très lancinante, insidieuse et très lancinante, donc c'est normal que le film dure longtemps. Tu pouvais pas raconter ça en 1h30, ça n'aurait pas eu de sens. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire, à part que, encore une fois, c'est un chef-d'œuvre de Papy Scorsese, parce que c'est très bien réalisé, et Martin Scorsese, en termes de mise en scène, est plus jeune et dynamique que la moitié des jeunes et dynamiques réalisateurs d'Hollywood. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Je sais pas si je vais avoir des problèmes, j'espère pas. En termes d'acting, j'adore la performance de Leonardo DiCaprio, c'est vraiment l'une des performances de Leonardo DiCaprio qui m'a le plus marqué, parce que là où par moment, même si je trouve qu'à chaque fois il joue extrêmement bien, je trouve que par moment, il joue un peu les mêmes rôles. Bon, c'est pas un effet Ryan Reynolds, hein, on n'en est pas là, mais par moment il joue un peu les mêmes rôles. Les rôles. Et là, vraiment, ce rôle-là, dans sa filmographie, se démarque de fou. Parce que je n'avais jamais vu... Alors, ça se trouve, il a déjà joué ce genre de personnage, mais j'ai pas vu encore le film où il a joué ce genre de personnage. Mais là, Leonardo DiCaprio joue un abruti fini. Et, par moments, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est drôle! Qu'est-ce que c'est drôle! Mais ça peut aussi être extrêmement tragique. C'est là la force de Leonardo DiCaprio, c'est que il arrive à avoir une palette de jeux extrêmement différente, mais à chaque fois, il gère de fou. Et alors, quand je dis une palette de jeux extrêmement différente, je considère quand même que par moment, Leonardo DiCaprio, sur certains films, reproduit certains gimmicks, ce qui fait que par moment, j'ai l'impression qu'il joue un peu de la même manière. Mais en soi, la façon dont il gère l'humour, la façon dont il gère la tristesse, la façon dont il gère l'horreur,
À chaque fois, c'est extrêmement bien fait. Voilà. Mais là, le fait qu'il joue un abruti fini, ça, j'avais jamais vu Leonardo DiCaprio jouer un abruti fini. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Robert De Niro est excellent également. Lily Gladstone doit recevoir un Oscar. Je suis désolé. Lily Gladstone doit recevoir un Oscar. C'est la première fois que je voyais jouer cette actrice. Et elle porte les meilleures scènes du film. Les scènes les plus denses, les plus compliquées à jouer, les plus importantes pour le propos du long métrage. J'adore Lily Gladstone, voilà. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la façon dont, en globalité, Martin Scorsese, avec Killers of the Flower Moon, en racontant une partie de l'histoire de l'Amérique qui a véritablement existé, mais qui n'a pas été assez abordée, selon moi, en tout cas de cette manière-là, j'ai beaucoup aimé la façon dont, en même temps, il réinventait continuellement son cinéma, que ça soit par certains instants de mise en scène qu'il avait jamais fait, que ça soit par certains instants de montage qu'il avait fait, mais qui va traficoter. Non, vraiment, je trouve que Killers of the Flower Moon est un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est un film qui est passionnant en tout point, et je pense que c'est un film qu'on va étudier pendant très longtemps. Et Papy Scorsese a mis une baffe. Voilà, Papy Scorsese a mis une baffe. En 5e position, Oppenheimer de Christopher Nolan. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Oppenheimer, j'en ai pour le coup très longuement parlé sur la chaîne dans mon podcast Enfants du cinéma. J'en avais parlé pendant 40 minutes, j'avais analysé le film vraiment en profondeur, donc je vais pas passer beaucoup de temps sur Oppenheimer. Je vais juste dire que c'est probablement mon film préféré de Christopher Nolan. Et oui, parce que Christopher Nolan, c'est un réalisateur que j'apprécie, même si par moments, je trouve qu'il en fait trop. Et avec Oppenheimer, là où certaines personnes ont trouvé qu'il en avait trop fait, moi je trouve que il en a pas trop fait. Je trouve que c'est totalement à propos, cette démesure dans Oppenheimer. Mais en plus de ça, c'est extrêmement bien joué par la totalité du casting. Le casting est ouf et ça fait tellement plaisir de voir Robert Downey Jr. enfin faire quelque chose de véritablement intéressant et poignant après son rôle d'Iron Man, parce que sinon il avait fait Dr. Dolittle. Voilà. Cillian Murphy m'a rarement autant passionné dans un rôle, et vraiment, je souhaite qu'il gagne l'Oscar du meilleur acteur. Voilà, c'est pas possible que quelqu'un d'autre le gagne. C'est impossible, c'est juste impossible. Mais surtout, moi, ce qui me passionne dans Oppenheimer, c'est le côté radical et expérimental du film. Ça se voit notamment au montage. Je pense que rarement un montage de Christopher Nolan m'a autant cassé la gueule. Je trouve qu'il casse encore plus la gueule, le montage d'Oppenheimer, que celui de Memento. Parce que t'as vraiment l'impression que jamais un montage de Christopher Nolan a autant collé au propos du long métrage. Là, ça te parle de la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, qui est un truc qui est extrêmement compliqué et qui pète dans tous les sens. Et c'est tout con, mais le montage d'Oppenheimer pète continuellement dans tous les sens. T'as des allers-retours, t'as... je sais plus parler, voilà, j'ai fait un bruit très bizarre avec ma bouche. Ce que je veux dire, c'est que t'as des moments dans le futur qui vont se répondre avec des moments du passé qui vont se répondre avec des moments du présent, etc., 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 etc. C'est assez compliqué et assez dense à se bouffer, mais je vous jure que c'est passionnant. Et il y a un côté vraiment expérimental. En témoigne notamment la scène en début de film sur Can You Hear the Music, composée par Ludwig Göransson, qui pour moi est complètement fucked up. Enfin, je veux dire, c'est ultra radical et c'est ultra couillu d'avoir tenté un montage comme ça pour t'expliquer comment Oppenheimer a étudié et en est venu à connaître tout ce qu'il connaissait. Et ouais, c'est couillu Oppenheimer, notamment dans la scène du test de la bombe nucléaire, où on s'attendait tous, je pense, à un truc qui pète et qui fasse un bruit de malade, mais non, bon, je spoil cette scène, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu Oppenheimer, mais quand la bombe explose, t'as plus de son. Et ça m'a rappelé notamment ce qu'il y avait eu dans Star Wars 8 ou dans d'autres films, mais t'as plus de son. Et juste, je trouve ça mais tellement couillu et tellement intelligent, parce que la bombe nucléaire, c'est tellement un truc démesuré et irréaliste que justement le fait qu'il n'y ait pas de son à ce moment-là, ça rend la scène complètement irréaliste et complètement à propos avec ce qu'est la bombe nucléaire, à savoir
un monstre, un truc irréaliste qui, même si les humains l'ont conçu, c'est quand même incompréhensible ce truc-là, quoi. Je trouve que le film, en termes de scénario, est extrêmement bien segmenté également, que ce soit la première partie, la deuxième ou la troisième. Je les trouve toutes passionnantes, je les trouve toutes extrêmement bien rythmées, je trouve qu'elles apportent toutes quelque chose au long métrage. Il n'y en a pas une qui est inutile, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, notamment sur la troisième partie. Il y a pas mal de gens qui sont chiés sur la troisième partie, mais moi je trouve limite que c'est la plus importante. La musique de Ludwig Göransson doit gagner l'Oscar de la meilleure musique, parce que je peux vous dire que la musique de Oppenheimer, notamment en étalo, quand j'ai cours d'étalo dans mon école, je l'écoute beaucoup, et ça doit saouler d'ailleurs mon collègue, je suis désolé collègue. Mais donc voilà, Oppenheimer, c'est trop bien, c'est trop fort, c'est trop fort Oppenheimer, vraiment. Et ça ridiculise un peu Barbie, hein, pour être tout à fait honnête. Barbie versus Oppenheimer gagne de loin pour moi en termes de cinéma. En 4e position, The Fabelmans de Steven Spielberg. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. Le saviez-vous, j'adore le cinéma de Steven Spielberg. Non, The Fabelmans, c'est un film que j'ai vu une première fois, je me suis dit, ok, c'est très bien, puis j'y ai repensé, je me suis dit, non, vraiment, c'était vraiment très bien, et puis j'y ai repensé, je me suis dit, ok, non, c'est vraiment un chef-d'œuvre, et c'est même l'un de ses meilleurs films. C'est vraiment l'un des films de Spielberg qui m'a le plus tourné dans la tête après mon visionnage. J'ai eu ça aussi avec Empire du Soleil, que j'ai vu la même année, mais qui n'est pas sorti cette année. C'est un ami qui m'a dit ça, mais il a totalement raison, je trouve. C'est que quand tu vas voir un Spielberg et que tu vois comment il réalise, comment c'est écrit, tu sais continuellement vers où ça va aller, vers où ça va t'emmener en termes d'émotion. Mais sauf que c'est pas gênant parce qu'à chaque fois, c'est tellement bien fait. C'est tellement bien exécuté et j'ai pleuré devant The Fabelmans. Que je trouve, Spielberg parle de lui, et ça aurait pu être ultra prétentieux, mais ça ne l'est à aucun moment. C'est juste ultra humain, ultra humble, je trouve, et surtout, c'est un film, les gens détestent ce terme-là, mais c'est un film qui est une véritable déclaration d'amour au cinéma, parce que ça te montre les choses positives que peut apporter le cinéma, comme les choses négatives. Et je vais revenir à ce que je suis en train de dire sur un prochain film qui va venir un petit peu après. Moi, il y a des scènes en termes de propos de fond que je trouve complètement folles, notamment toute cette scène où Spielberg découvre que sa mère trompe son papa. C'est une scène qui m'a vraiment ému et que je trouve tellement intelligente dans ce qu'elle te raconte sur le sens du montage, sur qu'est-ce que le montage, qu'est-ce qu'on peut apporter avec le montage et qu'est-ce qu'on peut enlever avec le montage. Puis il y a également cette scène où sa maman danse et c'est d'une poésie, je trouve que c'est l'un des films les plus poétiques de Spielberg, The Fabelmans, notamment grâce à la musique de John Williams qui est vraiment très différente des musiques qu'il compose habituellement, mais justement c'est bien. C'est bien. Et ouais, The Fabelmans, c'est immense et là je suis en train de rentrer du coup dans la fin de ce top, donc je vais que dire c'est immense, mais ouais, The Fabelmans, je considère ce film comme l'un de mes Spielberg préférés, parce que à chaque fois que je le revois, je suis ému, je découvre des nouvelles portes d'entrée vers des nouveaux propos. Je trouve que c'est un film qui est vraiment très dense, très riche, mais en même temps très humble. Et c'est ça la force de Spielberg, c'est qu'il te fait des films immenses qui sont plein de choses, mais sans que ça paraisse trop gourmand, que ça paraisse vraiment écœurant, quoi. Non, parce qu'il y a toujours une poésie et une tendresse et une intelligence dans la mise en scène que peu de metteurs en scène ont. Et voilà, et ça se sent que je suis ému en parlant de The Fabelmans. Ouais, je pense que ça se sent que je suis ému. On va passer au troisième. En troisième position, Babylone de Damien Chazelle. It's the most magical place in the world. Listen up, all you big dick Mr. Man! Who wants to see me
il n'est pas premier. Ouais, il est pas premier, j'ai pas arrêté de dire sur Twitter, ouais, Babylone, il sera sûrement premier dans mon top, et sauf que il y a eu 2 autres films. Il y a eu 2 autres films, l'un qui est passé deuxième et l'autre qui est passé premier. Mais Babylone, en vrai, pour être honnête, les 3 derniers du top, je les mets quasiment à égalité. Babylone, oui, j'adore. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui détestent Babylone, vraiment qui détestent Babylone. Et en vrai, je comprends, parce que là aussi, c'est un film qui est extrêmement radical, c'est probablement le film le plus radical qui ait fait Damien Chazelle, c'est le film où il tente le plus de trucs, donc ouais, ça peut avoir un côté foutraque, un peu moins abouti en termes d'écriture, mais pas un peu moins abouti en termes de mise en scène. Vraiment, et surtout, là où on pouvait voir un peu de prétention dans la mise en scène de Damien Chazelle dans Whiplash ou dans La La Land, pas trop dans First Man, mais surtout dans Whiplash et La La Land, avec ces plans séquences qui n'en finissaient pas dans La La Land, où tu te disais, mais waouh, comment il a pu faire ça? En plus, il l'a fait en pellicule, et tu vois jamais les cuts, et waouh, c'est complètement dingue, et le mec est beaucoup trop jeune et beaucoup trop talentueux. Et là, dans Babylone, va y avoir des plans séquences, des faux plans séquences, où tu vas voir les coupes. Et je suis désolé, moi, je ne peux pas croire que ça soit des fausses coupes foirées. Non, je les trouve tellement évidentes, et pour moi, je vois un Damien Chazelle dire que bah ouais, j'ai peut-être été un peu prétention, c'est pas français ce que je dis. Et moi je vois un Damien Chazelle qui réfléchit et qui se dit ouais, j'ai peut-être été un peu prétentieux à dire moi je peux faire ce que tout le monde ne peut pas faire, etc., etc. Et là revenir à quelque chose de plus simple, même si la mise en scène de Babylone reste quand même absolument ouf, et il y a quand même des trucs où tu te dis mais comment c'est possible d'avoir fait ça. Ça joue également extrêmement bien, j'ai découvert Diego Calva et je suis amoureux de lui, voilà. Là aussi, les 3 parties sont extrêmement intéressantes et extrêmement utiles pour la totalité du long métrage, et surtout, j'avais dit que j'y revenais. Ce film est pour moi une véritable déclaration d'amour au cinéma, pas que dans sa scène finale qui a tant fait parler, et que je trouve extraordinaire d'ailleurs, mais c'est surtout une véritable déclaration d'amour au cinéma parce que c'est réaliste, dans le sens que il y a certains films, comme par exemple, je sais pas, Hugo Cabret de Martin Scorsese, que j'aime vraiment beaucoup, mais où ça te montre quand même que, ouais, dans le cinéma, tout le monde il est gentil, tout le monde il s'entend bien, et le tout il est super magique. Ok, par moments on a des petites merdes, mais en soi on est tous trop cool. Et non, le monde du cinéma pue la merde. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est un monde où il y a beaucoup trop d'excès, où il y a beaucoup trop d'abus, où il y a beaucoup trop de choses qui ne se font pas, qui sont graves. Et donc, Damien Chazelle te montre avec Babylone que, ouais, il y a des gens qui sont trop cool, il y a des choses qui sont trop positives, mais il y a aussi des choses qui puent sévèrement la merde, qui sont extrêmement graves, et par moments, Babylone, c'est un film qui est extrêmement nihiliste sur ce qu'il te raconte. Et pour moi, c'est ça une vraie déclaration d'amour au cinéma. C'est un film qui t'explique et qui te montre, pour les personnes qui ne savent pas à quoi ressemble le monde du cinéma, tu leur montres Babylone, et bah c'est honnête. Voilà, c'est un film qui est honnête. C'est pas un film qui te ment en te disant « Ouais, tout est trop bien !» Non. Et donc pour moi, ça, c'est une vraie déclaration d'amour au cinéma, parce que c'est une déclaration honnête au cinéma. C'est un remerciement au cinéma, tout en prenant conscience que c'est pas le paradis sur Terre. Voilà, c'est pas le paradis sur Terre, et il faut en parler de ça. Donc voilà. C'est honnête, et c'est grandiose, Babylone, et bien entendu, il y a des scènes qui m'ont fait chialer, et bien entendu, en termes de montage, c'est complètement fou, et en termes de photos également, et en termes de musique, comment Babylone n'a pas pu remporter de prix, c'est trop grave, vraiment. Et même la scène avec Tobey Maguire, que beaucoup de gens n'aiment pas, bah pour moi, elle va totalement dans le propos, de te montrer que, dans le monde du cinéma, il y a des choses vraiment très craignos qui se marient à d'autres mondes qui sont vraiment très craignos. Voilà, et en plus, ça m'a fait plaisir de voir Tobey Maguire perverti, quoi. C'est-à-dire que, même dans Gatsby, où il jouait un rôle un peu moins enfant de cœur que dans Spider-Man, ça allait encore. Là, vraiment, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait à Tobey Maguire? Là, c'est le vrai Bully Maguire, il est dans ce film, hein, il est dans Babylone. Et donc, voilà. Maintenant, en deuxième position, Zillion de Robin Pront.
Et voilà le film qui a longtemps bataillé la 2e place avec Babylone, mais il l'a gagné. Il l'a gagné. Zillion, qui est un film sur le monde de la nuit. Et personnellement, j'adore le monde de la nuit, j'adore me cultiver dessus, mais j'avais pas vu beaucoup de films dessus, justement. Et Zillion, ça te raconte comment un gars, c'est inspiré d'une histoire vraie, comment un gars a créé la boîte de nuit la plus... what the fuck, la plus complètement fucked up depuis je sais pas combien de temps, mais bref, c'était une boîte de nuit de zinzin, quoi. C'était n'importe quoi. C'est un film qui a un sens du montage, déjà, que je trouve ouf, parce que là aussi, le film dure assez longtemps, mais t'as un montage qui est, très énergique, et qui, en plus, moi, me parle, puisque par moment, ça va se coordonner, enfin, les images vont se coordonner sur les morceaux musicaux qu'on te balance dans le long-métrage, et moi, j'aime bien ça, vous l'avez vu sur la chaîne, je fais très souvent ça quand je fais des montages vidéo. En plus de ça, bon, c'est extrêmement bien joué, aussi, voilà, et je suis tombé amoureux de plusieurs acteurs et actrices de ce long-métrage, je dois l'avouer. Et c'est un film, c'est comme pour Babylone. Les gens qui ne connaissent pas le monde du cinéma, tu leur montres Babylone, ils font « Ok, d'accord, je connais mieux ». Les gens qui ne connaissent pas le monde de la nuit, tu leur montres Zillion, et ok, d'accord, ils connaissent mieux maintenant. Et ça a été un peu mon cas. Et je trouve que c'est un film qui a des moments, encore une fois, des moments de vertige complètement ouf, et c'est un film qui va tellement loin par moment que vraiment t'arrives plus à respirer parce que il y a tellement des choses continuellement qui se passent qu'au bout d'un moment t'as envie de dire ouais pause, mais non, il n'y a pas de pause parce que dans ce monde-là, en tout cas ce monde de la nuit que te dépeint le film, il n'y a jamais de pause, il y a continuellement des choses complètement ouf qui se passent. Et aussi moi j'aime beaucoup tous les films qui retracent une vie, c'est-à-dire que là tu vas partir du point zéro où ce mec-là n'avait pas fait grand-chose dans sa vie jusqu'à la toute fin, et tu te dis, ouais, le voyage qu'on a eu, toutes les choses qui se sont passées, le voyage émotionnel du personnage, et même des personnages aux alentours. Encore une fois, c'est un film qui est assez nihiliste, mais que voulez-vous, moi j'aime bien les films nihilistes. Mais surtout, Zillion, c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience de cinéma complètement folle. Tu vas voyager dans des univers radicalement différent tout le temps, mais à chaque fois c'est passionnant parce que à la technique, au montage, à l'écriture, il y a toujours un truc pour relancer le récit de manière extrêmement intelligente, captivante et parfois même inquiétante. Et voilà, c'est une expérience de cinéma. Et vivez-la, il faut vivre ce film, il faut le voir la nuit déjà, et il faut vivre ce film, sans mettre pause, si vous le regardez chez vous, sans mettre pause, non, vous le bouffez sur une bonne télé, avec un bon son, voilà, vous bouffez ça en pleine gueule. Ok, vous aurez peut-être un peu de mal à respirer à la fin, tellement c'est waouh, mais ça va vous marquer de fou, et surtout c'est très bien, voilà, c'est très bien, tout simplement, c'est très bien. Et en première position, Anatomie d'une chute de Justine Triet. I'm innocent, you know that, right? Cocorico! Et oui, je l'avais dit sur Twitter, mon film préféré de l'année est un film français. Est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous êtes étonné que Anatomie d'une chute soit en première position de mon top quand vous connaissez mes goûts cinématographiques et quand on voit l'envergure de dingue qu'a ce film et qu'a eu ce film? Je veux dire, Anatomie d'une chute, je sais pas combien de fois il est nommé aux Oscars et aux Césars, mais c'est complètement fou. Ça faisait très longtemps, surtout aux Oscars, qu'on n'avait pas eu ça pour un film français. Je me demande même, alors vous allez me corriger si c'est pas vrai, mais je me demande même si ça fait pas depuis The Artist qu'on n'a pas eu un film français qui ait autant de succès. C'est dingue ce qui se passe avec ce film, et en vrai c'est complètement justifié, parce que je vais pas avoir grand chose à dire à part que ce film est parfait. Ce film est parfait. Et je trouve qu'il y a eu un tel glow-up de la part de Justine Triet, c'est-à-dire que j'ai vu l'un de ses précédents films qui s'appelle Victoria, que j'avais déjà trouvé vraiment très bon,
Mais alors là, avec Anatomie d'une chute, je sais pas ce qui s'est passé, mais waouh! Mais juste, waouh! En fait, devant le film, j'étais vraiment comme ça, j'étais en mode, mais waouh! Mais c'est d'une telle maîtrise en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes de son. Je veux dire, même le chien du film, vous avez vu? Tout le monde en parle de Snoop, tout le monde en parle de ce chien, mais c'est normal. Il est encore plus talentueux que le chien dans The Artist, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Anatomie d'une chute, à part qu'il est parfait. Je suis désolé, c'est pas très intéressant, mais si je développe, là pour le coup, je vais encore plus paraphraser que précédemment dans cette vidéo, pour vous dire à chaque fois, ouais, c'est trop bien, parce que c'est trop bien. Voilà. Peut-être aussi que c'est parce que je ne sais pas argumenter, tout simplement. Voilà. Et bah, ça y est, je suis déprimé. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué de fou furieux avec Anatomie d'une chute, c'est le générique de début. C'est-à-dire que t'as toute la première partie avant le générique, enfin pas toute la première partie du film, mais bref, vous m'avez compris. Et le moment où apparaît le titre, c'est sur une photo du gamin qui joue au piano, il me semble. Et c'est une photo, c'est la seule photo parmi toutes les photos du générique qui est vraiment dans une résolution pas ouf, quoi. C'est vraiment pixelisé et flou. Et pour moi, cette photo résume tout le long métrage d'une manière brillante. C'est-à-dire que Anatomie d'une chute, qu'est-ce que c'est à part une symphonie belle ou désaccordée, mais dans tous les cas, trop floue pour comprendre véritablement son sens. Voilà, pour moi, tout le film est résumé dans ce moment précis. Et j'avais pas eu ça depuis très longtemps dans un film. Vraiment, je trouve que c'est d'une force d'écriture. C'est tellement malin, mais c'est tellement malin. Et Justine Triet, la goat, en plus, on partage à peu près les mêmes opinions politiques. Donc voilà, je suis content. Sandra Hüller, que j'ai vu dernièrement dans The Zone of Interest, qui est très bien aussi, elle est très bien dedans, mais alors dans Anatomie d'une chute, waouh quoi. Waouh, et le gamin aussi, Milo Machado Graner. Putain de découverte, mais vraiment, faut qu'il gagne un prix lui aussi. Swan Arlo, oui, il est très sexy en avocat. Même dans les petits rôles, il y a Jenny Beth. Jenny Beth que j'adore, et là aussi, bah, elle est très très bien, Non, vraiment, tout est parfait dans ce film, tout est parfait, et c'est un film, je pense, vraiment dans les écoles de cinéma, qu'on va l'étudier. Je serais pas étonné que dans, 3-4 ans, il y a des gens, pour des cours de montage, ou pour des cours d'écriture, ou pour des cours de mise en scène, ou pour des cours d'acting, qui vont étudier Anatomie d'une chute. Et ça, waouh, quoi. Ça, waouh. Et je suis trop heureux, en fait. C'est une lueur d'espoir pour le cinéma français. Non, mais je suis tellement heureux du succès de ce film, quoi. C'est tellement mérité, et c'est tellement beau ce qui est en train de se passer avec le cinéma français grâce à ce film. C'est juste fou, quoi. Palme d'Or, sûrement César du meilleur film, et peut-être Oscar du meilleur film. Non, mais c'est dingue. C'est trop bien, quoi. Non, mais vraiment, je suis trop heureux. Et bref, voilà, écoutez... je vais finir cette vidéo, à mon avis, extrêmement bordélique, mais écoutez, j'ai voulu la faire en total impro pour que ça paraisse vraiment sincère, vrai. J'espère quand même qu'elle vous aura plus intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, j'ai tapé sur mon micro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Et sur ce, je pense que j'ai foiré. Je pense que cette vidéo va durer assez longtemps. Et je suis désolé, voilà, qu'elle ait duré assez longtemps et pas peu de temps. Voilà, désolé. Il faut pas que je me donne des défis, vraiment. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je suis plus illustre blond. Allez, salut!